bonjour à tous, à ceux qui n'étaient pas là lors du premier bonjour ou du second ou du X bonjour. Merci d'être présent avec nous sur ce webinaire. Donc l'objectif c'est de présenter au-delà de la supervision en tant que produit, mais c'est surtout un aspect des coûts de la supervision avec au programme et des notions d'IA qui vont arriver, des notions de faux positifs, des notions de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux au niveau supervision pour améliorer et industrialiser la supervision et donc à la fin gagner du temps et finalement arriver à notre objectif qui est donc la réduction des coûts de supervision. En termes d'agenda, tu peux passer. En termes d'agenda, ce que on va vous proposer, il y a plusieurs intervenants aujourd'hui. Donc, il y a Éric Gossier qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Donc, c'est le directeur de l'Institut. Il se présentera tout à l'heure, mais voilà, quelques mots. Le directeur de l'Institut IA de Grenoble, puisqu'il y a 4 instituts IA en France et Grenoble, il y en a un. Donc, Grenoble, c'est le siège, où il y a le siège de la société Coservit. Donc, on a travaillé en forte collaboration avec Eric qui nous présentera ses travaux tout à l'heure et qu'est-ce qu'on a pu faire avec le MIAI. Donc, il y a à Grenoble à nouveau. Puis, il y aura Julie qui nous fait l'honneur aussi d'être avec nous de la société Iliane qui partagera en fait son expérience et son retour d'expérience surtout suite au test d'une des fonctionnalités qui peut permettre de gagner du temps et donc réduire les coûts de supervision, à savoir la réduction, la recommandation de seuil. Et puis également, vu qu'on a voulu comparer 2 cas d'usage différents, Iliane étant un infogéreur, hébergeur dans la région nantaise, on a voulu aussi comparer avec une notion plutôt DSI, en production DSI, qu'est-ce que donnait cette fonctionnalité de reco de seuil au niveau des alertes. Donc, est-ce qu'on a diminué, est-ce qu'on a fait des meilleures alertes, est-ce qu'on les a augmentées? Et puis, bien sûr, Florian qui est là, responsable produit, et pour ma part, donc, je suis le responsable commercial et marketing chez Coservit. Donc, tout ça devrait nous amener jusqu'à 18h15, 18h20 maximum. Et puis après, on aura l'intervention de notre onologue pour ceux à nouveau qui ont reçu les bouteilles de vin. Bon, ceux qui le recevront demain, puisque je sais qu'il y a certains d'entre vous, c'est le cas, on est désolé, mais peut-être noter tout ça, puisqu'on l'a enregistré, on va l'enregistrer et vous le réécouterez demain pour profiter entièrement de la dégustation. En tout cas, merci à nouveau de vous être connectés et bon webinaire à tous. Tu peux y aller, Flo. Je vais laisser la parole à Eric pour son introduction concernant le MIAI. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier Romain pour cette invitation. J'ai trouvé aussi que c'était une super idée, cette dégustation. Je me demandais ce qu'était une dégustation par webinaire. Puis quand je sais ce que c'était, je trouvais que c'était une super idée. Donc, peut-être que tu peux passer mes slides. Merci. Donc, je suis effectivement directeur et directeur scientifique de l'Institut d'intelligence interdisciplinaire, intelligence artificielle grenoblois qui s'appelle MIAI à Grenoble-Alpes. Et comme Romain l'a dit, c'est un des 4 instituts qui a été créé par le gouvernement français en 2019. Et ces instituts sont un peu le fer de lance du plan IA français. Tu peux passer au transparent suivant, s'il te plaît? Non, il en manque un entre les deux. Non, il y avait tout sur la slide d'avant, normalement, Eric. Ouais, c'est celui-là. Avec... Pour revenir sur... Voilà, merci. Que je ne voyais pas. Donc, ces 3 IA, donc Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, ont 4 missions principales. Une mission de recherche et développement en IA, avec la volonté de créer des recherches et des technologies de classe mondiale en IA. La majorité de ces développements sont réalisés en partenariat avec des entreprises du secteur, et Coservit fait partie de nos partenaires. Une deuxième mission qui est une mission de formation avec la volonté de doubler le nombre de personnes formées à l'IA sur un site donné, donc en l'occurrence le site grenoblois. Une mission d'innovation, cette mission d'innovation autour de l'IA et puis d'adoption par les entreprises de l'IA. Cette mission d'innovation, elle passe beaucoup par le premier axe en fait. Ce que je vous disais, c'est que beaucoup de nos recherches sont conduites en collaboration avec des entreprises. Et donc il y a déjà un transfert technologique qui se crée. Puis il y a une volonté de créer un certain nombre de startups autour de l'IA aussi. Puis enfin une 4e mission qui est une mission d'information et d'interaction avec les citoyens sur tous les aspects de l'IA. Alors, notre institut est financé à hauteur de 19 millions d'euros
par l'Agence nationale de la recherche sur 4 ans. Et on a à peu près, on a un montant équivalent de la part des partenaires industriels et puis un montant équivalent de la part des partenaires académiques, sachant que la part des partenaires académiques correspond au salaire des chercheurs et enseignants-chercheurs qui travaillent dans notre institut. On a à l'heure actuelle à peu près 300 chercheurs, enseignants-chercheurs qui n'interviennent pas à temps plein, bien sûr, mais qui participent à la vie de l'Institut, côté académique, et un petit peu moins autour de 150 côté partenaire industriel. Et en fait, le chiffre qui est mentionné ici, plus de 50 partenaires industriels, est un peu faux. On est à plus de 70 partenaires industriels à l'heure actuelle. Alors, je vous ai mis le lien sur notre institut. Si vous tapez MIAI Grenoble, vous allez tomber sur le site web de notre institut. MIAI, ça veut simplement dire Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence. Et vous verrez que ce site contient beaucoup d'informations sur les événements qui ont lieu dans notre institut. Un des gros intérêts de ces instituts, c'est aussi la mise en réseau et les échanges d'informations qui ont lieu au sein de l'Institut, parce que le domaine de l'IA est un domaine extrêmement actif qu'il est très difficile de suivre. Il y a beaucoup d'acteurs en ce moment, et donc je dirais une de nos premières réalisations, c'est d'arriver à essayer d'extraire un peu les éléments importants et les diffuser au sein de notre réseau. Alors, je vous laisse consulter ce site web qui est assez complet. Est-ce que tu peux passer au transparent suivant? Merci. Voilà, donc là maintenant, je voulais juste parler un petit peu plus de mes recherches personnelles. Donc, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille sur ce domaine de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement sur ce qu'on appelle le traitement automatique des langues, la recherche d'informations. Donc, le traitement automatique des langues, si une application emblématique, c'est la traduction automatique. J'ai fait ma thèse sur la traduction automatique, et avec un fort ancrage sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc, les méthodes issues de la science des données, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des règles qui vont permettre de passer d'une langue à une autre, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt d'apprendre des modèles à partir de phrases déjà traduites. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, ce sont ces méthodes qui vont apprendre directement à partir des données qui sont les meilleures en termes de qualité de traduction, ou en termes de qualité de reconnaissance d'image, en termes de qualité de prédiction, etc. etc. Voilà, donc je travaille beaucoup dans ce cadre-là, et je m'intéresse aussi à la causalité, et en partie aux séries temporelles. Alors, il y a un lien entre séries temporelles et traitement automatique des langues et recherche d'informations. C'est qu'ici, en fait, on a des séquences de mots, puis les séries temporelles, on a des séquences plutôt des séquences de nombres en général, parfois de variables qualitatives aussi. Donc il y a quand même des liens assez importants qualitatifs sur les données qui sont traitées, et bien sûr à chaque fois on s'appuie sur ces éléments, je m'appuie sur ces éléments d'apprentissage automatique, et plus récemment sur la causalité. Là c'est très intéressant pour Coservit, et c'est bien sûr très intéressant pour nous la problématique qu'a Coservit, une problématique par exemple de pouvoir identifier la cause première d'un problème qui est rencontré dans des logs. Voilà en gros le panorama. Donc merci encore pour m'avoir permis de présenter cela. Merci Eric pour ces précisions. Ça met beaucoup de contexte aussi sur le sujet dont on va parler un petit peu maintenant, et beaucoup en fin de présentation, qui est l'IOPS. L'IOPS, c'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est un acronyme qui est un petit peu à la mode aussi en ce moment dans les outils de supervision. Ça s'improvise pas. L'IOPS, c'est une démarche qu'on a eue dès 2014, sur laquelle on a voulu positionner un vrai travail de recherche, mais qui n'était pas décorrélé de la donnée de production. C'est ce qu'on peut vous reprocher des fois en tant qu'utilisateur final, en disant c'est très bien vos concepts, mais est-ce que ça fait ses preuves en production? Est-ce que c'est suffisamment robuste pour être adapté à de la donnée de production? Donc, pour s'assurer de ça, dès le départ, le travail de recherche a été orienté vers l'industrie, c'est basé sur des données de production par des partenariats publics-privés. Et ça dure depuis 2014, et ça a permis de donner lieu à un premier résultat concret qui est l'architecture Big Data, qui a été mise en place en production et qui permet de gérer de la scalabilité et qui ouvre la porte, surtout aussi, à des usages IOPS. Donc les fonctionnalités innovantes dont on va parler un petit peu plus loin. C'était vraiment le socle technique qui nous permet maintenant, depuis 2020, de développer de vraies features autour de ce socle et des features IOPS avec de la valeur en production. Je vais ressortir un petit peu de l'IOPS pour l'instant et parler d'optimisation de coûts, puisque c'est quand même notre thématique principale. Pourquoi optimiser ces coûts? Ça peut sembler complètement trivial comme question, vous avez tous la réponse, on va quand même s'assurer que vous avez les bonnes réponses.
Pourquoi déjà on optimise nos coûts? Tout d'abord pour optimiser nos ressources. On vit dans un monde fini, on est dans une société avec un nombre de collaborateurs fini, on ne peut pas grossir de manière éternelle. En tout cas, ça a un coût. Donc, on se doit d'optimiser au maximum les ressources dont on dispose. Donc, focaliser les équipes sur des actions à valeur ajoutée. En traduction, leur retirer les tâches qui peuvent être simplifiées, qui peuvent être raccourcies, qui peuvent être optimisées ou automatisées. On est vraiment ici dans l'optimisation des ressources. Premier axe. La deuxième raison d'optimiser les coûts, c'est accompagner le changement. Là, on parle d'intégration de nouveaux outils de supervision, mise en place d'un outil en interne, faire accepter aux utilisateurs, aux équipes techniques habituées à d'autres outils, le passage sur un nouvel outil, accompagner ce changement. Ça passe aussi par leur fournir un outil qui soit agréable à utiliser, qui leur fasse gagner du temps et qui leur permette, on rejoint le premier point, de passer plus de temps sur des tâches à plus forte valeur. Ici, on est dans l'accompagnement au changement. Et la troisième raison pour laquelle on cherche à optimiser, ça va être de renforcer l'agilité. On est de plus en plus dans des contextes où les exigences vis-à-vis des outils de supervision et par extension des équipes qui les exploitent vont vers l'agilité. Qu'est-ce qu'on entend par agilité? C'est la capacité à s'adapter très rapidement à des périmètres de plus en plus complexes et de plus en plus changeants, sur lesquels la mise en supervision doit devenir la plus rapide et la plus naturelle possible. Et on a ici encore souvent un centre de coût important sur le temps nécessaire à la mise en supervision et également par le temps nécessaire à s'adapter aux moindres changements. Donc on est ici aussi sur un objectif de réduction des coûts. Différentes natures de coûts, on a trois gros axes. Le premier axe, c'est le build. Qu'est-ce qu'on entend par build? C'est la mise en supervision d'un nouveau périmètre, que ce soit un client dans le contexte d'un MSP, que ce soit un nouveau site dans un contexte d'utilisateur de client final. On a souvent besoin de mettre en place un nouveau périmètre, des changements d'infra par exemple. Et il va bien falloir partir du commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite superviser, quelle est la valeur utilisateur, quel est le chemin utilisateur que l'on souhaite mettre en supervision, ce qu'on appelle le chemin critique, qu'est-ce que l'utilisateur doit toujours pouvoir faire et ça doit toujours fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, on va prendre du support, on va prendre de l'insatisfaction et il va y avoir des problèmes. La mission ne sera pas remplie. Donc il faut déjà définir ce service, identifier l'intégralité de l'infrastructure et des applications qui supportent ce service et ensuite les mettre en supervision. Et une fois qu'on les a mis en supervision, il va être de plus en plus demandé de produire des dashboards, du reporting, de manière à ouvrir toute cette richesse de supervision à des populations qui ne sont pas forcément expertes sur le sujet. Donc tout ça, ça va avoir également, bien sûr, un coût, du temps, et les outils peuvent énormément aider. Il n'y aura pas que ça, il y a aussi les process, mais les outils peuvent énormément aider là-dessus. La deuxième phase, c'est le run. Une fois qu'on a mis en place notre périmètre, sur notre run, on va avoir la détection d'alerte, le sujet des faux positifs, on va en reparler très longuement juste après. Détection d'alerte qui n'en sont pas, donc du temps, du bruit. Les faux négatifs également, les faux négatifs étant des alertes qu'on n'a pas détectées. Donc elles vont avoir un coût direct potentiellement financier. On va parler de pénalité quand on parle de SLA. Le flux ticketing peut être également une source de coût. Le fait de créer des tickets, de clôturer, de gérer les tickets à partir d'une alerte au sein d'un outil de supervision peut être une source de coût si on ne dispose pas d'un niveau d'automatisation suffisant. Et l'identification de la route cause. Eric parlait tout à l'heure de causalité, on est dedans aussi, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Identifier la route cause peut prendre du temps si on n'a pas les bons outils ou les bonnes méthodes ou la bonne configuration, et donc coûter en temps, en argent. Et créer de l'indisponibilité également. Et le troisième axe, une troisième nature de coût, ça va être les coûts de ce qu'on appelle update. Donc ici, on pourrait le fondre avec le run, c'est assez proche du run, mais je le différencie quand même, c'est de la configuration. On n'est pas sur du traitement d'alerte, on est sur, ce que je disais avant, on est en plein dans l'agilité, détecter les changements, adapter le référentiel de supervision en fonction de ces changements, et ce, avec le moins d'opérations manuelles et donc de coûts possibles. Je vais laisser la parole à Romain pour présenter l'analyse de vos retours, puisque vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire envoyé au préalable de cette présentation. Donc, on souhaitait vraiment vous faire un retour et une analyse fine de ce qui nous a été répondu. Je te laisse la main, Romain. Yes. Donc, sachez qu'on a eu 38 répondants, pour être très exact, au questionnaire qu'on vous a envoyé. Donc, merci à tous. L'objectif pour nous, au-delà des résultats, c'était surtout de personnaliser à fond le message, parce que si on faisait un webinaire sur un sujet et que finalement, il n'y a pas forcément de sujet, c'est pas forcément pertinent, vous vous en doutez. Donc justement, en fait, pour mettre en lumière non pas les stats marché ou quoi que ce soit au niveau France, mondial ou je sais pas quoi,
on a plutôt préféré mettre des stats de nous, là, ensemble, puisqu'on s'est inclus aussi dedans, hein, sachant qu'en tant qu'éditeur, on fait aussi de la production, puisqu'on a 2 plateformes SaaS. Donc, on est les premiers à être impactés par des fausses alertes ou des trop-pleins d'alertes ou quoi que ce soit. Donc, voilà, donc c'était important de refaire un petit peu le topo sur qu'est-ce qui se passe autour de nous. Là, on est 72 connectés, donc voilà, donc la première, il y a eu une série de questions, il y avait 8-9 questions, donc on en a piqué quelques-unes, pas toutes, mais les plus pertinentes à notre sens. Donc la première phase, c'était quel est le pourcentage de fausses alertes. Donc en fait, on voit qu'il y a 30%. Alors, Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a un bug de... Ouais, désolé. C'est bon. Voilà, Faut suivre, Romain, faut suivre. Ouais, ça va trop vite. Donc ouais, il y a 30% d'entre nous qui ont plus de 15% de faux positifs. Donc là, c'est là où justement on va pouvoir avoir de l'impact, nous, en termes de solutions pour amener des recommandations, par exemple, pour en avoir justement un peu moins de ces faux positifs, de ces fausses alertes. Et sachant que 50%, donc c'est quand même énorme, hein, la moitié d'entre nous ont eu un arrêt de production qui est dû à un trop-plein d'alertes. Donc, bon, le cas typique, que ce soit d'ailleurs des solutions propriétaires ou des solutions open source, puisque c'était une des questions, donc il y avait 60% de solutions propriétaires, mais peu importe, en fait, que ce soit open source ou propriétaire, c'est toujours le même cas, c'est qu'en gros, il y a plein de choses à superviser, et de plus en plus, puisqu'on va aller dans l'IoT, par exemple, donc il va y en avoir encore plus. Mais à l'écran, on a encore plus d'alertes, et donc, du coup, il faut pouvoir les trier, ou du moins avoir les bonnes alertes. Donc 50% d'arrêt de production suite à un trop plein d'alerte, c'est quand même assez probant. Ensuite, une fois qu'on a ces alertes, on se dit, OK, peut-être qu'il y a trop d'alertes, justement. Donc, comment on fait pour les éviter? Donc, une des solutions, c'est de réajuster les seuils. Donc, typiquement, une des bonnes pratiques peut être, chaque semaine, on va passer du temps, on verra après qui c'est le on, mais quelqu'un va passer du temps ou une équipe à réajuster ses seuils. Donc, on voit qu'il y a 30% qui passent plus d'1 heure par semaine, hein, ce qui est à peu près la bonne pratique, on va dire. Et ça veut dire que plus de 70% n'y passent pas 1 heure par semaine. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est pas forcément fait. Du coup, il y a des fausses alertes qui vont s'accumuler. Je mets aussi en lumière, là, ce qu'on voit, c'est dans la réponse « je ne sais pas ». Donc ça, c'est aussi quelque chose à regarder parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas forcément interrogé sur ce qui se passe sur la supervision. On le sait, hein, le monde de la prod, c'est quand même dans le rush, dans le feu, pas trop de temps ou jamais trop de temps. Voilà, prendre de la hauteur, pas prendre du recul, mais plutôt prendre la hauteur, c'est assez important et regarder qu'est-ce qui se passe sur la supervision ou alors peut-être avoir un outil qui permet d'automatiser. Je vais passer à la suite. Merci. Donc justement, le on de tout à l'heure, c'est en général, 70%, c'est du niveau 2 qui va traiter la supervision. Donc on peut se poser la question, est-ce que justement la conf de la supervision doit être faite par un niveau 2 versus un niveau 1 on pense surtout à ces fameux coûts dont on parlait, coûts versus profil versus expertise. Peut-être que si on documente des process, puisqu'on le voit juste en dessous, 2 tiers n'ont pas de process de mise à jour de la conf de supervision. Donc, c'est quand même probant dans le sens où, en gros, on fait le build. Par contre, la vie de la supervision, c'est un peu plus de mal. Donc, il y a des vrais sujets, hein, on le voit. Enfin, de toute façon, c'était aussi pour confirmer quand même qu'on ne bosse pas pour rien tous les jours. On a la preuve. Bon, on le savait avant quand même. Mais au moins, là, c'est important de parler de nous. Et le dernier schéma, c'est sur l'intégration ticketing, outil d'ITSM, donc peu importe lequel. Hein, mais justement, il y a différents niveaux d'intégration, bidirectionnel ou déjà un envoi d'email de la supervision dans l'ITSM pour en fait automatiser un peu plus la création de tickets depuis la supervision. En fait, voilà, 70% n'ont pas d'intégration entre supervision et ticketing, ce qui peut poser souci parce que quand on a une alerte de supervision, on ne va pas forcément documenter le résultat et ça veut dire que on va pas pouvoir retrouver la solution et donc on perd du temps à nouveau. Voilà, toujours ce gain de temps qu'on essaie d'avoir puisque, comme l'a dit Florian au début, on est une équipe constante pour un périmètre qui augmente. C'est un des sujets de la prod d'ailleurs. Le périmètre augmente, mais pas forcément les ressources ni les moyens. Donc il faut pouvoir automatiser. Et avec l'intégration ticketing, nous, des abats qu'on voit des clients qui l'ont fait, c'est un gain à peu près de 2 minutes par ticket avec l'intégration. Donc, fois X le nombre de tickets, fois le nombre de mois, etc. Ça peut être
ça peut être intéressant. Donc voilà, donc il y a de l'optimisation à faire et justement, Florian va nous parler des solutions maintenant, une fois qu'on a fait l'état de l'art, quelles sont les solutions? Merci Romain pour cette analyse basée sur des retours concrets. On va repartir sur un peu plus de théorie, même si ça peut s'appliquer et se comprendre assez facilement. Les faux positifs, ils ont un impact en supervision et ils ont des conséquences. Les impacts, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le premier des impacts auxquels on pense souvent, c'est le délai de prise en compte. Si j'ai un bac à alerte extrêmement rempli, si j'ai des notifications dans tous les sens, je peux avoir une difficulté à les prioriser, à comprendre ce qui est vraiment une alerte, ce qui est vraiment un problème versus ce qui est un faux positif. Donc, je peux être amené à prendre des fausses routes, à mal qualifier et donc à perdre du temps et donc à prendre beaucoup de temps avant de prendre en compte réellement le problème. Intimement lié à ça, c'est très très proche, on va avoir le rallongement du délai de traitement également. Forcément, si on met du temps à prendre en compte, le délai de traitement, ça va être pareil. Si on a besoin d'éléments d'analytics qui sont perdus au milieu de 50, 100 ou 200 points rouges, ça va être très compliqué de retrouver les liens, de voir ce qui a lâché en même temps et donc de faire un petit peu, on va dire, de corrélation pour identifier la cause et la traiter. Lié également à ça, la lisibilité et le bruit. Là, on pense souvent à une analogie qui est faite avec le sapin de Noël. C'est une expression qu'on emploie souvent et je sais que dans le domaine, beaucoup de personnes l'emploient. C'est avoir des tableaux de bord qui clignotent dans tous les sens et finalement, il y a tellement d'alertes qu'on ne sait même plus laquelle prendre et on n'y voit plus rien. En fait, on ne sait pas comment prioriser, on ne sait pas comment traiter et dans quel ordre. Et le quatrième point, c'est l'identification de la route cause. C'est intimement lié au délai de traitement. Si on met du temps à traiter, c'est que des fois, on a beaucoup de mal à identifier quel est le problème initial. Donc tout ça est bien sûr extrêmement lié. Ces 4 points, ils sont presque redondants. C'est des choses que vous connaissez par cœur, puisqu'en production, vous êtes confronté à ces problématiques-là. Et ces impacts-là, ils ont des conséquences. La première conséquence, c'est l'adhésion des équipes et la confiance dans l'outil. On parlait tout à l'heure de conduire le changement. Un outil supervision, c'est comme n'importe quel outil informatique, on ne peut pas le mettre au sein d'une équipe, au sein d'une organisation et dire allez-y, maintenant vous bossez avec ça. Ça ne marche pas. Il y a besoin d'accompagner, il y a besoin de connaître les process dans lesquels il s'intègre et il y a besoin de convaincre, non pas par les mots, mais par la pratique, par le réel, que cet outil est adapté et va le faire gagner du temps et va permettre de mieux valoriser le travail de l'équipe d'exploitation. Donc, faire adhérer les équipes et la confiance dans l'outil, ça passe pas par leur présenter des dashboards qui clignotent dans tous les sens sans qu'ils sachent quoi en faire. Le deuxième point, c'est l'indisponibilité. Si on met du temps à identifier et à traiter, forcément, on a des risques de générer une indisponibilité supplémentaire. On peut je parlais des fausses routes tout à l'heure, on peut être amené à travailler et à suivre des pistes qui n'ont rien à voir avec la cause profonde du problème et donc à mettre beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, l'application est done. On a aussi des risques de faux négatifs. J'en parlais tout à l'heure, donc des vraies alertes manquées. Donc là, c'est pareil, au milieu du bruit, au milieu du tableau de bord qui clignote, je risque de ne pas voir mes vraies alertes. Et le dernier point, c'est pas des moindres. On parle toujours d'ouverture et de valorisation de la supervision auprès des non-techniques, auprès des équipes métiers, des BU métiers, des directions générales. Comment peut-on ouvrir un reporting temps réel à des BU si le reporting clignote dans tous les sens et ne présente aucune donnée synthétique, claire, maîtrisée et montre des alertes là où il n'y en a pas? Ça ne fait pas sens parce que ça revient à se tirer une balle dans le pied. On va présenter des informations très confuses qui vont générer beaucoup de questions, qui peuvent générer des escalades ou des alertes alors qu'il n'y a pas de problème derrière. Donc là, ça doit être la dernière étape. L'ouverture du reporting doit être la dernière étape quand notre configuration est suffisamment propre. Maintenant qu'on a fait des constats, comment réduire les faux positifs? On a plusieurs axes de travail, des axes plutôt réactifs où on va analyser a posteriori ce qui s'est passé et filtrer au mieux sans traiter le problème à la source. En gros, ça revient à utiliser un entonnoir. Et des actions un peu plus proactives où là, on va essayer d'éviter à la source ces faux positifs. Le premier point, et on va le retrouver dans les témoignages clients, c'est analyser les changements d'état sur une période. Comment on détecte sur un système existant qu'on a des faux positifs? On dit je prends beaucoup d'alertes. C'est une perception, elle est très importante, mais elle n'est pas suffisante. On a besoin aussi de données chiffrées. Et là, on va se baser plutôt sur des analyses, par des reportings par exemple, qui vont nous dire sur une période donnée, c'est exactement ce qu'on a fait, on va le voir juste après, sur une période donnée, quels sont mes changements d'état, quels sont mes éléments qui changent le plus souvent d'état. Donc ces états-là, ces éléments-là, on va les identifier, on sait que ce sera notre priorité pour travailler dessus. Une autre façon de réagir et de commencer à travailler sur les faux positifs, c'est de catégoriser, de labelliser, de filtrer les bacs à événements.
Donc là, ça revient un petit peu à mettre la poussière sous le tapis. Pour autant, ça peut être aussi une réponse à apporter, notamment pour un dashboarding clair et efficace, qui va agir sur nos inducteurs qu'on a vus. Et là, ça va être mettre des étiquettes, par exemple, travailler par catégorie, filtrer nos tableaux de bord pour n'avoir que des alertes qui soient considérées comme critiques. Ça ne réglera pas le fait qu'il y a toujours des faux positifs à la source. Ensuite, une autre approche aussi, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des macro-indicateurs, c'est-à-dire un regroupement de 10, 15, 20, 30, 50 sondes dans un ensemble cohérent, par exemple une application, et mettre en surveillance au niveau de nos tableaux de bord uniquement cette application en disant est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne pas. Et le comment derrière, qu'est-ce qui fait que cette application fonctionne, on l'enfouit un petit peu, non pas qu'il n'est pas important, mais on prend un niveau d'abstraction qui nous permet d'y voir plus clair. Si on a beaucoup d'applications et qu'elles sont complexes, c'est beaucoup plus simple de suivre 10 indicateurs et de rentrer dans le détail si on a besoin que d'en suivre 400. Donc il y a aussi ce travail-là qui est très intéressant. Ensuite, comment on évite ces alertes? Il y a plusieurs manières. La première, c'est de définir des contrôles additionnels. On va en reparler aussi après. Quelque chose de qui a beaucoup de valeur, en particulier sur des métriques qui prennent des pics, qui ont un comportement très variable. Définir des contrôles additionnels. Donc, éviter d'alerter à chaque problème, mais refaire une analyse, une ou plusieurs analyses, avant de confirmer le statut et d'émettre une alerte. Et donc d'apparaître dans les tableaux de bord. Et l'autre approche complémentaire, c'est l'ajustement des seuils. L'ajustement des seuils pour les mettre au plus juste, non pas pour ne rien détecter, parce que là, on va dans le risque des faux négatifs, mais pas pour détecter chaque petite variation qui est considérée comme nominale. Donc, on parle vraiment d'ajuster. C'est pas rehausser ou rabaisser, c'est ajuster, au cas par cas. Ajuster les seuils, il y a deux manières de le faire. La première, vous la connaissez tous, c'est la méthode manuelle. Cette méthode-là, elle revient à analyser l'existant de manière assez empirique, à aller constater le passé, à dire « ah, ça serait sympa d'ajuster un peu ici ». C'est une méthode, elle peut fonctionner. Elle devient plus compliquée quand on travaille sur du volume, ou quand on n'a pas suffisamment de recul sur la métrique, ou qu'on n'a pas forcément le temps de faire cette analyse. Et la deuxième méthode, c'est en suivant des recommandations, avec un outil qui va être capable, sur l'analyse de l'existant, sur plusieurs modes de données, de faire des propositions d'ajustement de seuil, de manière à optimiser ces derniers. Et c'est ce dont on va parler. Donc, quel est le principe de la réduction de faux positifs quand on commence à mettre cette approche IOPS dont j'ai parlé tout à l'heure dedans? Le principe, c'est d'analyser une large plage de données journalières. On parle d'analyser, dans notre cas, 3 mois de données. Pour en analyser plus ou moins, c'est un bon compromis. Donc, on est sur 3 mois de données et on propose, sur la base de cette analyse, un ajustement des seuils d'alerte. Les objectifs de cette fonctionnalité-là, dans un produit de supervision, ça va être de réduire les coûts de configuration, forcément, puisqu'on assiste l'utilisateur, donc on va lui faire gagner beaucoup de temps. Il n'a pas à mener cette analyse en amont. Est-ce que ce seuil-là serait pertinent? Qu'est-ce qu'on a eu sur les 3 derniers mois? À faire des extracts, à comparer. Et forcément, du coup, on va réduire les faux positifs tout en évitant de manquer des alertes. Le système ne va pas juste bêtement dire tu fais x2 sur ton seuil et tu n'auras plus d'alerte. Il va être un petit peu plus subtil que ça. La réponse qu'on apporte au sein de ServiceNav, c'est la fonctionnalité recommandation de seuil qui va être associée à une analyse des changements d'état, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure via un rapport, on va le voir dans les témoignages. On analyse les éléments les plus sujets à changement d'état sur une période et on va appliquer pour ces éléments-là les recommandations de seuil qui sont proposées par la solution. Donc ça va permettre d'identifier et de traiter les principaux inducteurs de faux positifs. On n'est pas obligé de traiter tout son parc en une fois, c'est volumineux, et de constater déjà des gains significatifs puisqu'on a traité les plus variables, en fait, ceux qui ont le plus de changements d'état. Cette fonctionnalité-là, on l'a implémentée de manière unitaire. On est en train de travailler sur une implémentation en mode widget qui permettra de traiter de la liste, on voit une maquette ici, et qui va permettre de travailler d'une manière beaucoup plus massive et surtout d'identifier des gens en amont sans avoir à sortir des rapports et à passer dans différents outils, d'identifier au sein de la solution les éléments nécessitant le plus d'optimisation et donc de pouvoir les traiter directement. Je vais passer maintenant au cas pratique. Avant de donner la parole à nos interlocuteurs, je vais vous faire une petite présentation de la démarche, qui est importante, de manière très concrète dans l'application, puisqu'on a fait pas mal de slides, ça peut être intéressant de voir concrètement dans l'application ce qui se passe. Donc la démarche a été celle que je viens de décrire. Sur la base d'un reporting, on a pu extraire les éléments dans un périmètre donné, et identifier dans ce périmètre quels étaient les éléments qui étaient le plus sujets à changement d'état. Donc là, on est dans ServiceNav, Flo, tu Tout à fait. Je le confirme, normalement.
Ouais, je confirme. Donc ici, on identifie le nombre de passages en critique et en alerte. Et ça nous permet d'identifier, là par un tri, tout simplement, quels sont, par exemple ici, les 9 éléments, les 9 contrôles qui sont les plus sujets à changement d'état, donc qui sont le plus passés en critique sur la période. Ensuite, on va pouvoir aller travailler sur ces éléments, par exemple ici, celui-ci, constater que le système nous propose une recommandation et appliquer cette recommandation directement dans la configuration du contrôle. Donc tout se fait directement dans l'application. Et on va se donner, du coup, et c'est là où je vais donner la parole sur les témoignages, on va se donner 7 jours pour faire tourner et ensuite sortir de nouveau cet extract au bout des 5 jours, de manière à comparer, à analyser, à tirer des conclusions et à voir si réellement cette fonctionnalité nous a aidé à optimiser et qu'est-ce qui resterait encore à faire pour optimiser davantage. Voilà, donc pour résumer, Flo, on a pris une conf chez Ilian, juste avant cette slide, on a pris une conf, on a appliqué la reco de seuil, et là on se dit, Julie, de chez Ilian, qu'est-ce que ça t'a aidé? Ça t'a aidé en quoi cette reco de seuil? Bonjour à tous. Donc oui, Ilian est une entreprise qui propose des solutions globales pour les systèmes d'information de ses clients, et dans le cadre de notre activité d'infogéreur et d'hébergeur, nous travaillons sur la supervision avec la solution Coservit depuis de nombreuses années. Nous avons décidé de faire cette phase de test avec 7 serveurs hébergés. Donc pour nous, c'était l'occasion de tester la fonctionnalité avec un client relativement ancien, sur lequel on avait déjà eu l'occasion de travailler de nombreuses fois et de réajuster des seuils. Et on a également pris en exemple un client que l'on venait de mettre en place et sur lequel tout ce travail de fond n'avait pas encore été réalisé. Donc pour nous, ce qu'on a pu constater assez rapidement, c'est le cas du premier schéma qu'on voit en haut à droite. C'est que dans le cadre d'un espace disque qui est stable, on pouvait avoir des seuils par défaut qu'on avait laissés beaucoup trop élevés, donc ce qui pouvait entraîner le fait de passer à côté d'une dérive, en fait, d'une croissance rapide de cet espace disque. Et du coup, le fait d'avoir mis en place le seuil recommandé va nous permettre d'être beaucoup plus juste et plus réactif dès qu'on va identifier en fait une augmentation de la volumétrie de données. Pour le second schéma qu'on peut voir, là, on est dans le cas d'un pourcentage d'utilisation de CPU. Et dans ce cas-là, on voit que le seuil qui nous a été proposé a généré en fait des alertes, a généré des faux positifs. Mais néanmoins, derrière, ça nous a donné des pistes pour pouvoir réajuster le seuil. Et ça va nous permettre de les réajuster beaucoup plus rapidement que si on avait fait le travail de fond qui consistait à faire un export des alertes récurrentes. Là, on aurait eu plus de difficultés pour identifier nos pics d'alerte. Donc pour nous, expérience positive, on est passé de 300 alertes par semaine à 70 alertes en moins. C'est quand même 25% de moins au niveau des alertes, donc du temps de traitement au niveau des équipes de supervision. Donc on a décidé de mettre en place la recommandation des seuils sur l'ensemble de notre parc supervisé. Donc c'est quelque chose qu'on va faire par étapes. Donc j'ai vu avec plaisir 2 slides précédentes le fait que nous allions avoir un widget pour le réaliser, parce que c'est la chose qu'ont demandé les équipes en premier, c'est de dire voilà, s'il y a une chose qu'il faut améliorer, c'est l'appliquer les seuils recommandés en masse. Donc voilà, on va le faire progressivement sur l'ensemble du parc, sachant que on sait qu'on va avoir une phase de surveillance, une phase sur laquelle on va réajuster les seuils, repérer les faux positifs, mais un gain de temps qui est réel pour nous. Waouh, génial. Bon, tu nous l'avais déjà dit avant, mais ça fait plaisir de le entendre. Donc merci Julie. Merci à vous. Bon, de toute façon, s'il y a des questions ou autres, j'imagine qu'il y en aura pour toi, Julie, tout à l'heure. On y passera juste après la fin de la presse. Alors, on peut passer au côté des Vosges, où le soleil est radieux, il paraît. Surtout aujourd'hui. Bon, pas tout à fait. Hein, bref. Bonjour à tous.
Et puis, donc le conseil départemental des Vosges, on a une centaine de sites, dont 35 collèges à superviser, dont on assure le réseau et les infrastructures, une soixantaine d'applications métiers au travers d'un peu plus d'une centaine de serveurs. Et donc, on est tout récent client de CoServIt, puisqu'on a déployé la solution depuis maintenant à peine un an, si je ne me trompe pas, hein, dans les dates. Donc on est parti de rien et du coup on a aussi expérimenté de la même manière qu'Iliane à l'instant la partie suivi des seuils et recommandations sur une partie de nos services et on a volontairement pris à la fois des serveurs chez nous donc avec du suivi de CPU et des sites chez nous du réseau. Et puis, on a fait un test aussi avec les collèges, puisque ça nous paraissait intéressant. On a des données très volatiles dans les collèges, puisque les usages sont très variables. Autant sur des sites administratifs, on a des agents qui sont en permanence en train de travailler. Autant les collèges, on a des moments de baisse d'activité, d'augmentation en fonction des emplois du temps scolaires, évidemment. Et la période actuelle, en l'occurrence avec un arrêt de l'école pendant un mois, permettait aussi d'avoir cette remontée de données sur les 3 derniers mois et de mesurer si les recommandations pouvaient avoir du sens quand on avait une variation importante des données sur la période. Donc on a fait le travail que présentait Florian tout à l'heure. On a eu aussi des recommandations du coup intéressantes, notamment sur la partie réseau, des dépassements de seuil où on avait mis des délais de réponse potentiellement un peu trop short, enfin en tout cas des délais d'attente, des délais de réponse en tout cas qui poussaient les seuils à changer. Et le retour qu'on en fait, c'est que déjà sur cette partie-là, réseau ou même utilisation CPU, on a des comportements qui peuvent être variables. Donc, dans les actions complémentaires, on s'est dit que de mettre des retries, donc d'évaluer de nouveau la pertinence du service avait un intérêt. Donc, ça permettait de gérer ça. Mais du coup, de faire adapter un petit peu nos seuils et surtout d'identifier d'autres actions potentielles autour pour éviter les faux positifs. Et puis sur les collèges, même démarche, on a analysé avec, je le disais, 1 mois sans activité et 2 mois de reprise. Là, on a eu du coup des recommandations qui étaient plus tout à fait en phase avec la réalité, forcément, puisque le volume de données n'était pas suffisant pour que le conseil ou les recos puissent être complètement pertinentes. Par contre, aujourd'hui, nous, le constat qu'on en a fait et la démarche qui a été présentée extrêmement intéressante, c'est que on va continuer effectivement à utiliser aussi les recommandations de seuil, qu'elles sont vraiment une aide à la décision et principalement notamment dans l'appropriation de nos outils, puisqu'on l'a déployé au niveau de notre hotline depuis un moment maintenant, et qu'effectivement tout ce bruit de sites qui passent en rouge pendant 3 minutes, qui s'éteignent, qui se rallument, etc., à un moment donné, les équipes ne regardent plus. Donc bien évidemment, ça a vraiment du sens, nous, d'appliquer ces méthodes-là. Et je dis ces méthodes au sens large, c'est-à-dire il y a la partie AI qui vient apporter de l'information, les actions complémentaires comme les retries par exemple, qui viennent aussi compléter cette démarche-là. Et je rejoins tout à fait les équipes d'Iliane sur le fait que ça puisse être automatisé compte tenu du volume d'équipements qu'on a potentiellement à mettre à jour et que du coup les widgets seront les bienvenus pour mettre ça à jour en masse. Message bien reçu, merci Stéphane. Et là, Stéphane, il te manque une question. C'est pour quand, Florian, l'automatisation de tous les seuils? Bon, on va passer à la dégustation. Voilà, donc pour rappel aussi, mais je pense qu'il y a, en tout cas pour ceux parmi les participants qui font partie de nos clients, le widget sur l'optimisation des seuils fait partie de notre roadmap que j'ai présenté en début d'année. Donc ça doit vous parler puisque j'avais passé du temps à la présenter. Ouais. Et c'est toujours le cas. Merci Stéphane. Les Vosges pour votre deuxième témoignage. Si vous voulez retrouver le premier, il est sur notre chaîne YouTube pour info où ils expliquent plus qu'à une slide comment la supervision a aidé le conseil départemental. Merci. Quelles sont les prochaines étapes pour les parcs concernés par ces 2 témoignages et quelles seraient les prochaines étapes pour un périmètre existant qui n'aurait pas encore été optimisé, si on résume? Sur le périmètre qu'on a déjà testé, que ce soit le premier ou le second, appliquer les contrôles additionnels, c'est ce qui a été évoqué, et c'est effectivement quelque chose qui va apporter beaucoup de lisibilité, beaucoup de réduction de faux positifs, puisque la recommandation des seuils a eu tendance, et elle a bien fait, à abaisser globalement les seuils. Mais qui dit abaisser, sur des métriques avec un comportement très volatile, avec beaucoup de pics, beaucoup de variations,
forcément, on arrive dans une situation où on a beaucoup de faux positifs. Donc, les retries vont vraiment amener quelque chose de complémentaire à cette recommandation de seuil. On n'aura plus de bruit, on n'aura plus de faux positifs, et en même temps, on ne va pas passer à côté d'un effet de stagnation. C'est-à-dire que si on a un dépassement de seuil qui dure plus de 3 ou 4 intervalles de contrôle, là, on va commencer à se dire il y a peut-être un problème, c'est pas juste un pic. On sera sur un plateau avec une valeur haute, et là, c'est intéressant d'être alerté puisque ça peut cacher autre chose. Sur le périmètre restant, donc c'est-à-dire un périmètre qui n'a pas encore été optimisé, c'est ce qui a été dit juste avant, hein, c'est reproduire la même démarche qui a été faite et que j'ai présentée en vidéo juste avant. Donc sortir un rapport d'analyse des changements d'état, identifier les éléments prioritaires, très important, parce que même en travaillant en masse, il est illusoire de penser que une telle fonctionnalité peut travailler 100% à votre place et appliquer toutes les recommandations sans qu'il y ait un contrôle ou une revue humaine. Il est illusoire aussi de penser que ce sera extrêmement rapide de l'appliquer sur des parcs très volumineux, mais ce n'est pas le but. Le but étant d'optimiser, on est toujours sur une règle des 20-80, d'optimiser 80% de réduire de 80% les faux positifs en optimisant 20% du parc. Donc le but de ces analyses-là en amont va être d'identifier les 20% d'éléments qui génèrent le plus de faux positifs. Ensuite, on applique la recommandation des seuils, on teste. On a mis une semaine, hein, c'est arbitraire, mais en tout cas sur une période assez courte, on voit déjà s'il y a une décrue. Et ensuite, on applique des contrôles additionnels. Ça permet d'ajuster tout de suite. Dans le cas où on a des métriques avec beaucoup de pics, ça évite d'être envahi d'alertes. Et ensuite, on se donne une période plus longue d'analyse, par exemple 3 mois, à l'issue de laquelle on va éditer à nouveau cette analyse de changement d'état et mesurer le gain. Et si le gain n'est pas suffisant, ou si on identifie entre-temps des changements dans le parc qui font qu'on a de nouvelles alertes intempestives, on va reprendre le cycle d'optimisation et on va être sur un cycle vertueux d'optimisation, analyse, optimisation, analyse. À côté de ça, on peut aussi en conclure une amélioration de la méthodologie de mise en supervision, puisque c'est pas du one-shot. Ça a été d'ailleurs précisé juste avant sur les 2 témoignages. J'ai une volonté de faire perdurer ça dans le process, dans la culture en place sur la mise en supervision, d'intégrer ces raisonnements-là en disant maintenant, quand je mets en supervision, je ne m'arrête pas à la mise en supervision, j'intègre dans mon process le fait de revenir peut-être 1 ou 2 mois après, pour avoir laissé le temps à la reco de travailler, revenir 1 ou 2 mois après et de se dire maintenant qu'est-ce qui m'est proposé, est-ce que j'ai du faux positif dans mon analyse? Oui, allez, j'optimise et ça doit s'intégrer, ça va s'intégrer dans les process de mise en supervision. Donc en conclusion, la recommandation, c'est une fonctionnalité utile, elle n'est pas magique, il n'y a pas de fonctionnalité magique, c'est une fonctionnalité utile qui est là pour aider l'utilisateur, pour l'assister à faire de la conf, mais qui ne remplacera pas totalement l'action humaine. Ce n'est pas le discours qu'on porte, on porte un discours de vérité là-dessus, elle vient en complément. Et elle va permettre d'optimiser grandement si elle est respectée, si elle est suivie, et couplée à des retries, et de réduire fortement les faux positifs. Allez, un peu d'ouverture pour conclure cette présentation. Donc, j'ai parlé d'IOPS à plusieurs reprises. On a fait un gros focus sur la recommandation de seuil, sur les faux positifs. C'était l'objet de ce webinaire. Pour autant, c'est intéressant d'ouvrir un peu des portes, de donner de la visibilité sur les autres axes de travail concrets, features au niveau du produit sur lesquels on travaille liés à l'IOPS. Les niveaux de maturité IOPS, on en identifie 3 dans notre approche. Le premier, c'est le niveau, on va dire, manuel et réactif, on peut dire pas d'IOPS à ce niveau-là, hein, c'est un niveau vraiment de base, c'est la configuration que tout le monde connaît, l'application de seuil à la main, et le travail d'ajustement de ces seuils, et finalement une approche très réactive. On est vraiment dans la réaction. À partir du moment où on va commencer à travailler d'une manière différente, à attendre que l'outil nous assiste dans nos choix, que ce soit dans nos prises de décision liées à la résolution, que ce soit dans nos prises de décision liées à la configuration, on va passer dans une étape qu'on appelle assister, où là, on va commencer à s'intéresser à ce que l'outil suggère. Donc, ça implique que l'outil analyse en amont. Ici, on va retrouver la recommandation, dont on a longuement déjà parlé aujourd'hui. On va retrouver également la prédiction d'incident, donc la capacité à anticiper l'évolution d'une métrique ou d'un statut sur une durée, sur un horizon de temps plus ou moins long. Je vais en parler juste après. On va retrouver également ce qu'on appelle le graphe d'impact, qui va nous aider, qui va être ici une aide à la résolution pour identifier plus rapidement une route cause. Et on va avoir un 3e niveau de maturité, qui est le niveau qu'on vise par le travail de notre équipe Lab, ce dont a parlé Eric en début de présentation également, hein, un gros pôle de recherche au niveau de Coservit, qui va être d'atteindre un niveau d'automatisation et un niveau d'IOPS, justement, mature, qui va nous permettre de nous ouvrir à des usages comme la prédiction de capacité, donc le capacity planning, la détection d'anomalies,
je vais en parler aussi juste après, et la découverte de la root cause, donc la vraie notion de causalité, où ici on est sur de la découverte de cause sans configuration préalable des dépendances entre les éléments. Donc vraiment de l'analyse de données hétérogènes multisources, en disant à la volée, ce que j'analyse en temps réel, cette donnée-là, elle est corrélée, ou elle a une grande chance d'être corrélée avec cette donnée-là. Et là, on va commencer à faire des arbres graphes causales, etc. Donc là, je m'arrête là-dessus. Sur cette présentation, puisque ça fait vraiment partie de notre travail lab sur le plus long terme. Et bien, place à la dernière démonstration. Donc, 2 axes à vous montrer, la prévision et la détection d'anomalies. Pour la prévision, on va aller directement. Voilà, en fait, pour nous, le but là, c'était de focaliser, comme il l'a dit Flo, sur le reco de seuil, qu'on a longuement insisté avec de retours d'expérience. Et à nouveau, merci encore à eux pour cette expérience ensemble qui a été probante, d'ailleurs on ne savait pas trop où on allait avant de la lancer quand même, donc on a pris un petit risque, mais il a été payant a priori. Et maintenant, voilà, l'idée c'était d'ouvrir un peu sur ce qui existe déjà, ce que Flo va nous montrer, puisque là on est sur la plateforme de démo, concrètement sur la partie prévision, prédiction, entre guillemets, forecast, on va dire en anglais, des seuils, et puis après sur le comportemental au niveau des alertes. Tout à fait. Donc sur la partie prévision, on est pour l'instant en train de travailler sur des scénarios de prévision qu'on appelle court terme. On appelle ça aussi la nuit tranquille, c'est pas pour rien. On est sur une prévision calée à 15 heures. L'objectif ici, c'est d'anticiper les dépassements de capacité, par exemple, d'une métrique ou les changements de statut. Un statut pouvant être induit par plusieurs métriques, donc on en rajoute une complexité aussi, c'est pas juste projeter une droite. Et ça va nous permettre de passer, comme son nom l'indique, une nuit tranquille. Donc d'éviter des déclenchements d'astreinte, d'éviter des arrêts de production en pleine nuit qui peuvent être coûteux en temps, qui peuvent être coûteux en énergie et sur l'aspect RH également. Et surtout de maximiser la disponibilité, puisque qui dit anticipation dit on évite l'alerte, on prend les actions en amont et on a 4, 5 ou 6 heures pour rajouter de l'espace disque. On n'est pas obligé de le faire à la volée quand le système est crashé, avec tout ce que ça implique. Donc là, on est vraiment sur ce scénario-là. Les scénarios sur lesquels on travaille également, il y en a 2 autres d'horizon. On va avoir le scénario à 3 mois. Donc l'objectif de la prévision à 3 mois, ça va être la détection de projets IT, d'investissement IT. Par exemple, une baie de stockage qui arrive à saturation. On ne va pas pouvoir forcément, en un claquement de doigts, rajouter des disques, enfin surtout si c'est en pleine nuit, etc. Donc, on va être dans un contexte où c'est mieux de l'anticiper avec 1 ou 2 mois d'avance que de le découvrir à 15 heures ou voire même de le découvrir, si on n'a pas de prévision, à l'instant T. Donc là, on va être dans ces scénarios-là. Et le 3e horizon, ça serait un horizon qu'on a placé autour de 15 mois, où là, on va être sur de la préparation, on va être dans le pure capacity planning, on va être dans de la préparation de budget sur l'année suivante, par exemple, où on va se dire où est-ce qu'on en est de la consommation de nos ressources et comment on se projette et quels sont les ajustements, les optimisations de coûts. On revient toujours à la réduction des coûts. De toute façon, on ne tourne pas en rond, c'est volontaire, on enfonce le clou. On est sur l'optimisation de coûts avec ces scénarios-là également. Donc ça, c'est pour la partie prévision qu'on va retrouver aussi bien sur une notion de métrique que sur un statut qui va être un ensemble de métriques et qui va nous permettre de prendre les bonnes actions. Et je passe en transition sur notre plateforme de lab. C'est le moment d'ouvrir la bouteille de blanc, pour information, parce que dans quelques minutes, on va avoir terminé. Sachant qu'il faut prendre aussi un peu de pain parce qu'il y a 2 bouteilles, donc. C'est mieux. Hop, voilà. Donc un exemple ici sur notre plateforme de lab qui a été mise en place pour éprouver, je parlais tout à l'heure en tout début de présentation des modèles, des algorithmes qui ont été développés. Tout l'intérêt de ce travail, c'est de le confronter dès le départ à de la donnée de production. Cette plateforme, elle est aussi là pour présenter et pour valider le comportement de ces modèles sur de la donnée de production. Ici, on est sur de la donnée de prod CPU, typiquement, sur laquelle on a fait tourner 2 méthodes de détection d'anomalies. La première, c'est une méthode que vous connaissez par cœur, c'est la détection par seuil. Donc, on place des seuils, on les voit en bas en rouge et orange, qui sont des seuils qui ont été mis en place. Et l'autre méthode, c'est la méthode de détection d'anomalies qui correspond au modèle mis en place, développé par Coservit. Donc, c'est une innovation à notre niveau, c'est issu du lab. Et ce modèle-là va se baser sur l'analyse du comportement de la donnée dans le passé et non plus uniquement sur le dépassement de seuil à l'instant T. Ces 2 méthodes sont complémentaires. Il ne s'agit pas de
plus utiliser les seuils, c'est pas notre objectif. Il y a des cas où ils sont très pertinents, mais l'objectif qu'on a, c'est de permettre de faire de la détection d'anomalies dans des cas où les seuils ne sont pas pertinents. L'exemple typique, c'est celui qu'on montre là, c'est pas pour rien, c'est dans des cas où on a de la saisonnalité. Dans le cas de saisonnalité, donc avec des comportements cycliques, il va être plus compliqué de détecter une anomalie. Comme les collèges. Comme par exemple l'exemple de tout à l'heure, tout à fait avec les collèges, avec un arrêt annuel d'activité sur les mois de juillet-août, dans les années normales, et pendant les périodes de vacances scolaires, au cours de l'année. Là, on est sur de l'analyse. Typiquement, on est sur des cas de métriques qui se comportent avec une grosse saisonnalité, finalement. Et là, la logique par seuil ne va pas fonctionner, parce que la logique par seuil va dire on dépasse un certain seuil, j'alerte, mais si on a un changement total de pattern qui ne dépasse pas le seuil, elle va être incapable de le détecter. Et ce qu'on retrouve en dessous, sur le graphe du bas avec les points rouges, c'est toutes les anomalies, ce que lui considère comme étant des anomalies, qui ont été détectées par le modèle d'analyse d'anomalies, de détection d'anomalies, et qui ne sont pas détectées par les seuils, puisque ça reste sous les seuils. Et c'est là où va être toute la valeur de la détection d'anomalies, c'est d'aller en complément de cette approche par seuil, et d'avoir pour chaque métrique le modèle d'analyse, et donc le modèle d'alerting le plus adapté. Parfait. Et Flo, ça, c'est ce qui a été fait avec Eric, notamment ce que présentait la partie IA, avec l'Institut IA, notamment. Analyse sur les données. Parfait. Je repartage. On arrive sur la fin. Peut-être On arrive sur la fin. Merci à tous. Voilà. Une dernière slide. Pour les questions. Tu avais une dernière slide, Romain? Non, mais c'est celle-là. C'est merci des questions. Ouais, c'est vrai que Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. Donc Sylvain Filaire au PAIA. Cette partie IA aujourd'hui, donc c'est en prod sur ServiceNav. La recommandation de seuil est en production sur nos plateformes SaaS pour l'instant. D'accord. Ok. Après la projection que vous faites, j'avais vu sur la roadmap, sur on va dire les différentes phases de l'IA, vous pensez arriver sur quelque chose d'un peu plus automatisé sous combien de temps? Vous avez quelque chose de chronographé là-dessus? Alors, tout n'est pas encore ficelé, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore au niveau du lab. On est sur une projection à minima 3 ans, sur les fonctionnalités vraiment complètes d'anomalie détection et surtout sur la partie causalité, qui va être la fonctionnalité qui va demander le plus de temps, le plus de travail. Détection d'anomalies, on sera probablement plus tôt. Mais voilà, pour être transparent sur l'ordre des choses, là, on est en train d'avancer sur la partie widget de la recommandation des seuils. Le prochain axe de travail, ça va être aussi autour de la prévision avancée, donc capable de gérer, on parlait de saisonnalité, gérer cette saisonnalité dans la prévision. Ça va être aussi un axe de travail qui va arriver, sur lequel il y a déjà eu beaucoup de travail de fait. Ensuite, on va être sur la détection d'anomalies. Et enfin, on va arriver sur la causalité. On va vraiment être au dernier niveau. La dernière étape, ça va être, voilà, pour vous donner un peu le phasage des choses. La causalité, ça sera l'élément magique. Si ça arrive chez nous rapidement, ça sera bien. Ok. Et l'algorithme, vous le travaillez avec quelle société? C'est un développement interne? C'est interne, je parlais tout à l'heure très rapidement du lab. Ouais. On avait Eric notamment qui est intervenu aussi là-dessus. C'est un pôle de recherche en interne. On a une équipe lab composée de data scientists et de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du maison. C'est très intéressant. On a Karim chez nous notamment qui a déposé son mémoire de thèse il y a quelques jours, quelques semaines sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est 100% interne. Pour donner un peu de précision sur ce que tu as dit, Flo, dans les échéances les plus courtes, premièrement, la reco de seuil, c'est en prod, on l'a vu. C'est en prod sur la SaaS Azure, pour être très précis, c'est depuis aujourd'hui en prod sur la SaaS OVH. Ensuite, la partie prévision que Florian nous a montré qui est sur notre démo. Et ça devrait sortir en prod sous ton couvert. On est en train de la finaliser. Là, on est sur environ 2 mois maximum de délai pour la sortir largement en production. Voilà, donc on peut dire fin juillet en prenant quelques précautions. Fin juillet. Pardon? On peut dire été.
été. Et ensuite, ensuite, il va arriver ce qu'on a dit, c'est-à-dire la reco de seuil de façon appliquée automatiquement, puisque comme l'a dit Julie, par exemple, chez Iliane, s'ils le déploient sur l'ensemble de leur parc, ça représente plusieurs milliers d'équipements. Donc, si sur chaque équipement, il faut faire 4 clics pour ajuster les seuils, c'est un peu long. Donc, ça, c'est l'automatisation. Après, effectivement, Stéphane, au niveau du conseil départemental, a aussi évoqué la saisonnalité sur laquelle on va travailler. Puis, au fur et à mesure, on est sur un développement agile. Donc, petit à petit, il y a une version qui sort chaque mois quand même, ce qui est assez challenging. Et l'idée, c'est d'avoir des phases de release assez permanentes pour à chaque fois enrichir petit à petit la solution. Et pour finir, être très complet sur la réponse, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a fait intervenir Eric au début, c'est que tout ça, on ne le fait pas tout seul, et que Eric nous a dit ses travaux, mais avec le LIG, le laboratoire informatique de Grenoble, dont fait partie aussi Eric, et il a avec son équipe, puisqu'il n'est pas tout seul comme il a dit, il y a 200 personnes autour de lui. On a lancé 4 travaux en parallèle sur 3 ou 4 ans. Il y a justement un témoignage beaucoup plus long sur ce sujet sur notre site web. Je vais marquer le lien en commentaire. Donc, en fait, ça date depuis 4-5 ans maintenant qu'il y a l'équipe Lab qui fait des algorithmes. Mais pour avoir des algorithmes qui fonctionnent, il faut une plateforme qui tienne la route, donc un gros moteur. Et pour ça, il faut du big data. Donc, c'est pour ça que la première step, c'était de passer en big data notre plateforme, ce qui est le cas maintenant. Donc, on s'affranchit de la scalabilité. Et en plus de ça, on a un gros moteur pour faire tourner des algos. Et c'est pour ça que de suite après le big data, on a fait sortir la reco de seuil qui est, comme je disais, en prod d'ores et déjà. Ok, super. Et le choix de prendre OVH à la place d'Azure, c'est lié à, à des notions légales ou de dépendance, d'indépendance? Ouais, il n'y avait pas forcément de choix, mais en fait, au début, OVH s'est imposé comme un acteur français, donc en étant français et qu'on porte aussi le message quand on est avec nos clients ou nos prospects, que c'est bien aussi de faire tourner l'économie locale. Il fallait aussi l'appliquer à nous-mêmes, donc ça c'est ce qu'on a fait en travaillant avec OVH, et puis ensuite le partenariat avec Microsoft, puisque quand même Microsoft ça a un gros impact business, ne serait-ce que sur Office 365, et puis de plus en plus Azure. C'était important de rentrer dans leur process à eux, businessment parlant, pour se lever des freins business, on va dire. Donc voilà, c'était plutôt au début opportuniste, et maintenant c'est plutôt stratégique d'avancer avec les deux hébergeurs. Et une troisième volet de ça, c'est l'aspect le achat, puisque si complètement un hébergeur crame, comme malheureusement c'est passé, il faut pouvoir se rassurer au niveau de l'autre hébergeur. Donc, c'est bien aussi de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, surtout quand on a une stratégie SaaS comme nous. Alors, bien sûr, on fait du SaaS, mais on fait aussi du on-premise, on fait les deux. Mais 70% de notre business, c'est quand même du SaaS. Donc, il faut s'assurer concrètement que tout ça ne vole pas un éclat si un seul fournisseur vole lui, quoi. Ok. Et concernant le SaaS, donc vous êtes en continuous développement. Les mises à jour sont faites à intervalles réguliers, directement sur les tenants, j'imagine. Enfin, ouais, elles sont faites environ tous les mois. Ouais. On a des mises à jour à peu près tous les mois. Ok. Et là-dessus, vous avertissez les clients qu'il y aura telle mise à jour systématiquement. Systématiquement, avec une release note associée sur les correctifs et les évolutions apportées. Ok. Parfait. Merci Sylvain pour les questions. Vous avez d'autres questions Non, pas forcément d'autres questions. Xavier Le Guen, juste Savencia. Juste pour bien comprendre, alors plus une question technique, mais pour bien comprendre en tout cas comment sont proposées les recommandations. J'imagine que c'est basé en tout cas sur un historique. Oui. Je voulais savoir, cet historique, c'est sur le délai, sur quel historique exactement se basent ces recommandations en fait? On se base sur 3 mois de données journalières, donc des données qui sont calculées quotidiennement et qui sont consolidées. Et on va se baser sur cet historique-là, donc on peut travailler à partir de 15 jours de données, et la recommandation sera la plus pertinente à 3 mois de données. Donc entre 15 jours et 3 mois, elle est capable de travailler, mais il vaut mieux lui donner 3 mois que 15 jours, forcément.
elle sera beaucoup plus fine. D'accord. Mais c'est ajustable, c'est-à-dire que je vois par rapport à des évolutions qui sont faites régulièrement sur nos infras, c'est essayer d'adapter assez rapidement aussi justement ces seuils face à une évolution liée justement à un upgrade ou autant côté applicatif que côté infrastructure serveur. On peut refaire justement calculer ces recommandations sur un délai plus court? Pour l'instant, non. C'est un axe sur lequel on travaille. D'accord. Pour l'instant, non. Pour l'instant, vous aurez un intervalle qui sera... En tout cas, vous n'aurez pas la main. Je vois bien le besoin, hein, il est très très pertinent. Vous n'aurez pas la main pour l'instant pour dire je recalcule la recommandation que sur les 2 dernières semaines. Si lui, il trouve de la donnée sur 3 mois, il va aller forcément la calculer sur 3 mois. Ok, c'est clair. Mais la question est très pertinente et il y a un vrai cas d'usage là-dessus aussi. Bien compris. Très bien, merci. Merci à vous. Xavier, je préciserai juste par rapport à ce qu'a dit Florian, c'est qu'à chaque nouvelle donnée, Florian, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est ça, la ROCO se recalcule. Donc s'il y a une donnée par minute, la ROCO se recalcule à chaque nouvelle donnée en entrée. En pratique, elle peut changer jusqu'à 1 fois par jour, au plus court. Vu qu'elle utilise des données journalières, si on la relance toutes les 10 minutes, elle ne va forcément pas changer, sauf s'il est minuit. Donc elle va, à chaque fois qu'on a une nouvelle journée de données, elle va pouvoir varier. Elle s'actualise à chaque fois qu'on en a besoin, basée sur des données journalières. D'accord. C'est bien ça. Recalculer tous les jours. D'accord, très bien. D'autres questions ou peut-être on va enchaîner sur la dégustation. On prend la dernière question s'il y en a une. Oui, Scriba. Question rapide. Est-ce qu'à terme, il est prévu d'avoir des automatisations pour anticiper bêtement, par exemple, sur des espaces disques ou des scripts PowerShell qui pourraient agrandir des disques en fonction des besoins ou autres sur des serveurs virtuels, par exemple? Optimisation du scaling. Très intéressant. Ça, pour moi, oui, c'est dans les cartons, c'est dans ma tête, c'est dans la vision qu'on a aussi de la supervision. Ça nécessite d'avoir la prévision en place, à mon sens, puisque là, on parle ni plus ni moins de... C'est pas vraiment de la remédiation, mais c'est de l'optimisation de l'optimisation et de l'action préventive, on va dire, suite à une prévision. Donc, on mélange la fonctionnalité de prévision qu'on a vue tout à l'heure et on la rattache à un petit peu l'équivalent, là je parle à un utilisateur de la solution, donc je peux utiliser des termes un peu plus service-nav, à l'équivalent des modèles d'action, c'est-à-dire des actions automatiques qui vont se déclencher en cas d'un changement de statut. Sauf que là, on serait sur du statut prévu et pas sur du statut réel. On serait en disant, je prévois qu'à 15 heures ou à 3 mois, on va avoir, plutôt à 15 heures du coup, à 15 heures, je vais avoir ce disque-là qui va saturer. Donc dès que je prévois ça, automatiquement, je lance un script PowerShell qui va aller me resizer mon disque. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, on est en plein dans la vision, on est en plein dans la vision des usages de cette feature. Ok, très bien. Merci. Merci. Allez, super. Je vois qu'il y en a qui sont partis déjà, donc pour ne pas perdre tout le monde, on va passer la main à notre onologue. Merci à tous qui doivent nous laisser